بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bonjour mes chers collègues, j'espère que vous portez bien. C'est votre collègue Madame Souania et aujourd'hui on va traiter ensemble le premier cours du module de la physiologie de l'unité neurosensorielle de la deuxième année médecine. Donc je suis en train d'étudier le module de la neurologie en quatrième année médecine et j'ai dit pourquoi pas, je profite et je vous fais ce module là. Et ça sera bien sûr bénéfique pour vous et pour moi pour réviser ce module avec vous. Donc notre premier cours va porter sur les récepteurs sensoriels, les huma, al-mustaqbilat, al-hissiya. Donc pour mieux comprendre la définition, je vais avoir recours à ce schéma-là. Alors, Inch'Allah, comme des notions de base de l'anatomie, sinon, vous inquiétez pas, je vais essayer de détailler toutes les notions. Ici, comme vous voyez, c'est une côte transversale au niveau de la moelle épinière. Alors, comme vous savez, on a deux types de substances. On a cette substance grise qui a une coloration sombre et cette substance blanche qui va entourer la substance grise. Dans la substance grise, l'anatomie, elle est formée par trois cornes. On a la corne antérieure, la corne latérale, elle est d'autant beaucoup plus petite par rapport aux deux cornes. Et celle-ci, c'est la corne postérieure. Sur le plan physiologique, ce que vous devez le connaître concernant ces cornes-là, c'est que cette corne qui est la corne antérieure, elle est appelée une corne motrice. Pourquoi? Parce qu'elle est responsable de la motricité. Et du coup, on va trouver que à partir de cette corne motrice émergent des neurones moteurs, appelés encore des motoneurones. Comme vous voyez, le corps cellulaire de cette motoneurone se trouve au niveau de cette corne antérieure. Alors, pour la corne postérieure, on va aussi remarquer, donc c'est une corne sensitive, tout d'abord c'est une corne sensitive, c'est à partir duquel vont émerger des fibres qui sont sensitives. Mais un tout petit détail ici, c'est que au contraire de la corne antérieure motrice, le corps cellulaire du neurone sensitif ne se trouve pas au niveau de la corne postérieure, mais plutôt le corps cellulaire du neurone sensitif se trouve au niveau de cette structure-là, située au niveau du racine rachidien. Donc on va avoir un cours détaillé en physiologie concernant les racines rachidiennes, donc vous inquiétez pas, je vais juste ici introduire pour la définition des récepteurs. Les récepteurs sensoriels, ok. Donc ici, donc c'est ce ganglion là qui va contenir le corps cellulaire du neurone sensitif, ok. Puis l'axone de ce neurone sensitif va se diviser en deux branches. On a la branche centrale, vers le système nerveux central, ici au niveau de la corne postérieure de la moelle épinière. Et on a la branche périphérique, la périphérie, et la terminaison, on va trouver quoi? On va trouver les récepteurs sensoriels. Alors, aussi, je vais vous donner le mécanisme d'action à peu près, de façon globale. Ces récepteurs-là vont capter les informations, que ce soit de l'environnement externe ou bien interne. Puis, ils vont les véhiculer ici vers la moelle épinière. La moelle épinière vers l'encéphale. Et l'encéphale, il est responsable de l'interprétation de ces informations-là. Et de l'intégration aussi de ces informations. Puis, par son tour, il va envoyer un influx nerveux pour véhiculer une réponse adaptée à cette information. Ok. Maintenant, on va revenir à notre définition. Donc, quand vous voyez ces récepteurs sensoriels, ce sont des cellules nerveuses spécialisées qui codent les paramètres physico-chimiques de l'organisme et de son environnement, permettant ainsi une réponse adaptée. Ça veut dire que ces récepteurs des informations. Ces informations peuvent être des informations physiques, par exemple mécaniques ou bien la lumière
aussi, donc c'est un paramètre physique, le son c'est un paramètre physique, et aussi peuvent être chimiques, comme par exemple la concentration de certaines molécules au niveau de notre organisme. Donc, et selon ces paramètres-là, on va classer notre récepteur. Donc ici, on a une classification détaillée, vous inquiétez pas. Donc, on va classer notre récepteur selon ces paramètres qui vont les recevoir, selon ces informations qui vont les recevoir. Ok. Donc, ces informations peuvent venir soit à partir de l'environnement externe, soit à partir de l'organisme elle-même. Les récepteurs, il y a des récepteurs qui sont responsables ou la détection des informations venant du milieu extérieur. On va les appeler les extérorécepteurs. Et on a des récepteurs qui sont responsables de la détection des informations venantes du milieu intérieur ou l'organisme elle-même. On va les appeler les انتيروrécepteurs. Ok, ça veut dire s'en trouver au niveau du milieu interne. Donc على مش حتى يستقبلوا لي هاد les informations يطلعوهم le système nerveux central, c'est pour répondre de façon adaptée, pour que l'organisme تاعنا تتجاوب لنا مع هادوك les informations et les stimulus de façon adaptée, et toujours c'est pour maintenir l'équilibre de notre organisme et pour être en communication et en conscience de ce qui se passe, que ce soit au niveau du milieu externe ou bien au niveau du milieu interne. Alors ici, on a une classification des récepteurs sensoriels et on a plusieurs critères pour classer les récepteurs sensoriels. Le premier critère, c'est la morphologie, ça veut dire la forme des récepteurs sensoriels. On distingue deux types de récepteurs sensoriels. On a ceux qui sont morphologiquement individualisés, on peut dire aussi différenciés, ça veut dire une structure spécifique à eux. Et on a des récepteurs qui sont non différenciés ou bien non individualisés. Et si la fibre périphérique, donc on a خلصنا par des récepteurs. Ces récepteurs soit راح يكون الشكل تاعهم عباره عن دي تيرمينيزون نيرفوز ليبر، نهايات عصبيه حره اللي ما عندهاش شكل معين، دونك عباره عن نهايات عصبيه اللي ما راحش تتاخذ بنيه خاصه. اوكي، دونك هادو سون دي ريسبتور مورفولوجيكمون non différenciés ou bien non individualisés. Mais il y a des récepteurs qui وين هاد les terminaisons nerveuses ils vont acquérir une structure bien spécialisée, comme ici. Donc ce sont des terminaisons nerveuses, comme vous voyez, ils vont acquérir une structure spécialisée et individualisée qui va les différencier des autres récepteurs. Ok. L'exemple de ces récepteurs, comme les mécanorécepteurs ici, ce sont des mécanorécepteurs. Lorsque je dis mécanorécepteurs, ça veut dire l'information c'est une information de type mécanique. Les mécanorécepteurs sont trouvés au niveau de la peau, comme le corpuscule de Meissner, disque de Merkel, corpuscule de Pacini, terminaison de Ruffini, etc. Il faut savoir aussi que les récepteurs qui se trouvent par exemple au niveau de l'œil, comme les photorécepteurs, ça veut dire les récepteurs qui vont recevoir de la lumière. Donc la lumière sur le plan microscopique, elle est formée par des photons. Ok, c'est pour ça qu'on appelle ces récepteurs-là qui sont responsables de la perception de la lumière des photorécepteurs. C'est par rapport à ces photons-là. Aussi, on a les récepteurs du goût. Voilà, les récepteurs gustatifs et les récepteurs aussi du son, les récepteurs auditifs. Tous ces récepteurs-là, ce sont des récepteurs qui ont une structure bien différenciée par rapport aux autres récepteurs. Donc aussi, on va les classer dans la classe des récepteurs qui sont morphologiquement individualisés ou bien morphologiquement différenciés. Donc la deuxième classe, c'est présenté par ces récepteurs-là. Ça, c'est un exemple d'un récepteur, d'un mécanorécepteur bien individualisé. C'est le corpuscule de Pacini. Ok, quand vous voyez ici, c'est la terminaison nerveuse, elle est arrivée ici. Puis on a ici du tissu fibreux qui va entourer cette terminaison nerveuse, donnant cette structure spécialisée pour le récepteur de Pacini.
Donc, j'étais en train de dire que il y a des terminaisons nerveuses qui ne vont pas prendre une structure individualisée, comme ici, ces terminaisons nerveuses qui sont enroulées autour des follicules pileux, donc qui sont des terminaisons nerveuses libres qui se trouvent autour des follicules pileux, et aussi ici, comme vous voyez, ce sont des terminaisons nerveuses libres exposées à la surface. Donc, ça c'était concernant le premier critère qui est la morphologie. Le deuxième critère, c'est selon la nature de l'énergie incidente. L'énergie incidente, maintenant, l'énergie اللي راح يستقبلوها, ou là, en d'autres termes, c'est l'information اللي راح يستقبلوها. Donc, chaque récepteur possède une énergie spécifique qui peut être un phénomène physique ou bien chimique qui nécessite le minimum d'énergie pour exciter le récepteur. C'est l'exemple du mécanorécepteur. Donc, selon cette énergie incidente, on va classer notre récepteur en plusieurs types. Donc, cette énergie incidente ou l'information qui va venir pour exciter ou bien stimuler notre récepteur, ça peut être un phénomène physique ou bien chimique. Donc, l'exemple des phénomènes physiques, j'ai donné l'exemple des phénomènes mécaniques, par exemple un étirement, ou bien une pression, j'applique une pression, par exemple un stylo, et j'appuie sur la poteille, ok? Ou bien par exemple un phénomène chimique comme une augmentation dans la concentration de l'oxygène au niveau du sang. Il y en a des récepteurs spécifiques au niveau des vaisseaux qui vont détecter cette augmentation-là. Par exemple, diminution du pH. On a aussi des récepteurs qui vont détecter ça. Ok, donc ça, c'est l'exemple des récepteurs chimiques. Revenons encore au phénomène physique. On a la lumière, donc j'ai dit la lumière c'est la perception les photons hadouk, donc il y en a des récepteurs qui sont spécifiques à ça, le son aussi, etc. Donc pour les mécanorécepteurs, selon ce radical là ou bien ce préfixe là, ils vont percevoir les phénomènes mécaniques. Ils sont essentiellement trouvés donc dans tout notre organisme, que ce soit au niveau de la peau, au niveau des viscères, au niveau des vaisseaux. Il y en a par exemple les récepteurs qui vont détecter une augmentation dans la pression artérielle. C'est par un étirement de la crosse de l'aorte, comme vous voyez, comme vous avez déjà vu en cardio. Ok. Aussi, c'est l'exemple aussi de ces récepteurs-là qu'on a déjà parlé, ces récepteurs qui se trouvent au niveau de la peau, les corpuscules et tout, les terminaisons nerveuses aussi libres. Donc, tous ces récepteurs, ce sont des mécanorécepteurs. Pour les terminaisons nerveuses libres, c'est plutôt des terminaisons nerveuses qui vont détecter la température et aussi la douleur. Ils sont dits thermo par rapport à la température, analgésique par rapport à la douleur. On a les chémorécepteurs qui sont responsables de la détection des variations des substances chimiques. Comme j'ai dit, par exemple, la concentration de l'oxygène au niveau du sang, le degré du pH aussi au niveau du sang. Donc, les thermorécepteurs vont détecter les changements de la température. Les photorécepteurs, ça veut dire les récepteurs qui vont nous permettre la détection de la lumière, etc. Alors, ça c'était le deuxième critère. Troisième critère de localisation. Donc, j'ai dit déjà qu'on a des récepteurs qui se trouvent à la surface de notre organisme, comme les récepteurs qui se trouvent au niveau de la peau et qui vont nous permettre de détecter les phénomènes et les informations qui se trouvent dans l'environnement externe. Donc, on va les appeler les extérorécepteurs. Ok, les extérocepteurs. Donc, par contre, sur l'autre côté, on va trouver des récepteurs qui sont situés à l'intérieur de notre organisme, de notre viscère, au niveau de notre articulation, de nos articulations, de nos viscères, au niveau de nos muscles, de nos tendons, etc. Donc, ils sont appelés des interocepteurs. Donc, ils vont détecter les phénomènes et les informations de l'environnement interne, ça veut dire de l'organisme.
Donc ça, c'était le troisième critère. Donc on a vu la morphologie, la nature de l'énergie incidente et la localisation. Puis on a une classification selon le seuil d'activation. On a des récepteurs qui sont de bas seuil d'activation ou bien de haut seuil d'activation. Donc que veut dire ça? Les récepteurs qui sont de bas seuil d'activation, ça veut dire un tout petit stimulus peut les activer. Donc, on a un seuil. En appliquant un stimulus qui يوصل le stimulus للعتبة واش راح يصير لنا une génération d'un potentiel d'action وراح تصير لنا la réponse. OK. Donc هذا le seuil. Dans certains types de récepteurs راح يكون bas, ça veut dire une toute petite stimulation راح déclencher le potentiel d'action. Dans un autre type de récepteurs راح يكون haut, ça veut dire les stimulation importante باش نقدر نلحق la génération de le potentiel d'action. Donc ici je vous donne l'exemple des nocicepteurs. Donc les nocicepteurs, ce sont les récepteurs de la douleur. Donc pourquoi on les appelle ولا باش تشوفوا على التسميه تاعهم هذه noci, c'est par rapport à une chose qui est nocive, c'est par rapport à nocif. OK, maintenant حاجه qui fait mal. Alors la douleur fait mal, c'est pour ça on appelle les récepteurs de la douleur les nocicepteurs. OK. Donc les récepteurs de la douleur, ce sont des récepteurs de haut seuil. Et c'est logique que je m'arrête. Quand on a des récepteurs de bas seuil, ça veut dire un tout petit stimulus, voilà. Un tout petit stimulus, il va les stimuler. هنايا ما فرقش أي حاجة صغيرة نولي أنا نحس بلا douleur. OK. Donc c'est pour cela, les récepteurs de la douleur, ou bien les nocicepteurs, ce sont des récepteurs de haut seuil. Lazim un fort stimulus pour qu'on a une réponse et pour qu'on a une génération de potentiel d'action. On donne aussi l'exemple de الناموسة يا جماعة. Donc الناموسة كي تجي تتحط فوق لابو تاعنا معلولة يا أخي ما نحسوش بها خلاص. علاش؟ باسكو هذيك لا ستيمولاسيون تاعها مازالت ما لحقتش لو سوي. اوكي مازال ما لحقتش لو سوي. اون فوا تقرصنا وتجبد اون كونتيتي مليحه تاع لو سون تماتيك تلحقنا لا ستيمولاسيون لو سوي نحسوا بهذيك لا دولور ولا بالقرصه تاعها هذيك الصغيره. اوكي دونك سي سا هذه باش تفهموا لو سوي. Mais pour le bas et le haut seuil, il y en a des récepteurs qui sont stimulés par un tout petit stimulus, il y en a des récepteurs qui sont stimulés par un haut seuil de une stimulation qui est importante. Alors ici, selon l'adaptabilité, selon l'adaptation, donc il y en a des récepteurs qui sont à adaptation rapide, il y en a des récepteurs qui sont à adaptation lente. Que veut dire ça? Donc l'adaptabilité, ça veut dire l'adaptabilité par rapport à la stimulation. Donc les récepteurs qui sont à adaptation rapide, راح يتعودوا على هذيك لا ستيمولاسيون. دونك سو سون دي ريسبتور اللي كتصرالي لا ستيمولاسيون تاعهم واش راح يديروا هما يفون سادابتي افيك هذيك لا ستيمولاسيون. دونك راح يمدوا لنا جوست اون ريبونس كي تبدا لي لا ستيمولاسيون من بعد يفون سادابتي معاها شغل راهي ما كانش بوي كي تروح لي لا ستيمولاسيون يزيدوا يمدوا لي اون ريبونس. معناتها سو سون دي ريسبتور اللي يقولوا لنا باللي كاينه ستيمولاسيون راح ستيمولاسيون كاينه ما كانش كاينه ما كانش من هذيك لا بيريود اللي تقعد فيها لا ستيمولاسيون كاينه سافو دير بين ما قالوا لي راهي جات وراهي راحت ثم ils sont adaptés avec la stimulation شغل راهي ما كانش ils vont pas donner des potentiels d'action. OK, donc ce type de récepteurs là on va les appeler les récepteurs à adaptation rapide. OK, et ils sont aussi appelés les récepteurs phasique. OK. L'exemple c'est le corpuscule de Pacini. Je vais vous montrer ce corpuscule là وراح نحكيو عليه مطولا باش تفهموا مليح هذه تاع adaptation rapide علاش حتى تكون كاينه عندنا une adaptation rapide ou aussi l'adaptation lente. Les récepteurs à adaptation lente, par contre ici les récepteurs à adaptation lente, mais dans on dit un stimulus tout au long que ce stimulus est maintenu, ça veut dire مثلا نقعدنا نبريسي على لابو تاعي tout au long la période avec les راني نبريسي فيها على لابو تاعي هاد لي ريسبتور راح يبعثوا لنا لي بوتونسيال d'action.
C'est l'exemple du fuseau neuromusculaire. Alors ici, l'exemple c'est le récepteur à adaptation rapide. Si je compare à cet exemple-là, lorsque j'applique une pression sur la protéine, on regarde la pression, ils vont donner un potentiel d'action juste qui بديت حطيت الحاجه اللي قاعده ندير بها في لا بريسيون بوي كي نقعد انايا هذيك لا بريسيون نحافظ عليها تماتيك ما راحش يمدونا دي بوتونسيال داكسيون كي نحي لا بريسيون تاعي ils vont se décharger ils vont nous donner un potentiel d'action. Alors pour mieux comprendre ce phénomène là, je vais parler un peu de ce corpuscule de Pacini. Donc déjà, on a dit que c'est un récepteur qui est bien individualisé et bien différencié, hein, une structure qui est spécifique à lui. Donc comme vous voyez ici, c'est une terminaison nerveuse. Ici, donc elle est myélinisée. À la fin, donc elle va être démyélinisée, elle va perdre cette caractéristique-là de myéline et elle sera entourée par un tissu lamellaire fibreux, comme vous voyez, en forme de bulbe d'oignon, ça veut dire qu'il y a الشكل تاع البصل. Ok. Donc on a dit que ce récepteur-là, c'est un récepteur à adaptation rapide. شوفوا, ici c'est un stimulus. قلنا بلي les récepteurs à adaptation rapide يقولوا لنا كيجي stimulus puis ils vont s'adapter avec lui. كي نحافظ stimulus ils vont s'adapter. Ils vont pas donner des potentiels d'action. ماهمش حيمدوا لنا des réponses. Une fois نحي stimulus تاني راح يقول لنا بلي le stimulus راح. Donc comme vous voyez ici ها هو le stimulus تاعي درت une stimulation حافظت عليها puis نحيتها. في لو طون اللي بدات فيه stimulation مدوا لي un potentiel d'action. Puis, ما عنديش un potentiel d'action في le temps اللي حافظت عليه stimulation. Juste نحيت la stimulation, زادوا مدوني un autre potentiel d'action. Donc, ces corpuscules de Pacini, ce sont des mécanorécepteurs qui se trouvent au niveau de la peau. Ils sont responsables de la détection des vibrations. Ici, c'est l'exemple de vibration. Donc, une vibration est une vibration تروح وتجي. Donc, comme vous voyez ici, ها هو الستيموليس تاعنا كيفاه داير ماشي كيما هنايا قاعد مانتوني هنايا راهو يروح ويجي دونك راح لي لو ستيمولوس on a un potentiel d'action gêner le stimulus a des potentiels d'action راح جا potentiel d'action. Donc cette caractéristique là d'adaptation rapide elle est liée fortement à la structure du corpuscule de Pacini. Ces lamelles là sont telles qui sont responsables de cette caractéristique de l'adaptation rapide au stimulus. Comment? Alors, entre ces lames-là, on a un liquide visqueux. Ok? Donc, lorsque je stimule, j'applique une pression ou bien une vibration, une déformation de ces lamelles-là. On va les comprimer. D'accord? Et cette déformation-là, elle sera transmise, elle va donner une vibration, et cette vibration, elle sera transmise par ce liquide qui se trouve entre ces lamelles-là vers la terminaison nerveuse. C'est-à-dire le moment de l'application. Donc, elle sera transmise. Puis, ce liquide-là qui se trouve au niveau de ces lamelles, il va rétablir un équilibre de pression. Ça veut dire il va détecter la stimulation اللي درتها puis la structure تاع le corpuscule de Pacini fait بلي après la stimulation même si avec la stimulation قعدت on a un rétablissement de pression malgré que une déformation puis elle va rétablir la pression. Ça veut dire une variation de pression. Ce qui fait qui applique il y en a avec la réponse. Puis, lorsque je maintiens, parce que la structure تاعو دارت بلي on a un rétablissement de l'équilibre de la pression. Puis, كي نحي انايا le stimulus تاعي encore عندي une pression qui est déséquilibrée. Donc, je vais avoir une réponse ici et c'est ça la caractéristique, la structure de corpuscule de Pacini. Avant de parler de cet exemple-là, j'aimerais bien de passer à parler de ces codages-là.
Donc, pour le codage de l'information, qui tourne l'information du milieu extérieur vers le récepteur. Donc, le récepteur, il va véhiculer l'information vers le système nerveux qui va la déchiffrer. Donc, il faut savoir qu'on a 3 types de codage. On a le codage de l'intensité du stimulus, on a le codage de la durée du stimulus et on a le codage de la localisation du stimulus. Commençons par le codage de l'intensité de stimulus. On a déjà parlé d'une caractéristique le codage de l'intensité. C'est ce qu'on appelle le seuil d'activation, l'ataba, qui t'active le récepteur pour nous donner un potentiel d'action. Qui on va avoir un potentiel d'action. Mais quand on a un potentiel d'action, on a une réponse. Ok. Donc, il faut savoir qu'il y a en réalité 2 types de potentiel. Qui le seuil, c'est le potentiel d'action qui va être généré. Après le seuil, on a ce qu'on appelle le potentiel récepteur. C'est un potentiel qui est local, se situe au niveau de la zone de stimulation. Ok. La caractéristique de ce potentiel récepteur, c'est que si j'augmente l'intensité de la stimulation, l'amplitude maintenant shida, voilà, le potentiel récepteur va augmenter. Donc ici, c'est une intensité de stimulation basse. Le potentiel récepteur. Lorsque j'augmente l'intensité de la stimulation, le potentiel récepteur jusqu'il arrive ici au seuil où on a une génération d'un potentiel d'action. Ok. Donc, la caractéristique du potentiel récepteur, donc c'est un potentiel local au niveau du site de stimulation. La caractéristique c'est lorsque j'augmente l'intensité de stimulation, son amplitude va augmenter avec cette intensité de stimulation jusqu'au arrivation au seuil où on a l'apparition d'un potentiel d'action. Ce type de codage, on l'appelle le codage analogique. Ok? Alors, deuxième type de potentiel, c'est bien le potentiel d'action. Donc, pour le potentiel d'action, cette caractéristique n'est plus valable. Ça veut dire, si j'augmente l'intensité de stimulation, l'amplitude de potentiel d'action ne va pas augmenter. Un amplitude constant. Qui est de la stimulation, mais il le potentiel d'action. Par contre, la fréquence du potentiel d'action augmente avec l'augmentation de l'intensité de stimulation. Ça veut dire, la génération, l'augmentation de l'intensité de stimulation. Et ce type de codage, on l'appelle le codage végétal. Je répète, on a 2 types de potentiel. On a le potentiel récepteur et on a le potentiel d'action. Pour le potentiel récepteur, c'est un potentiel qui est graduable. Que veut dire graduable? Ça veut dire que lorsque j'augmente l'intensité de stimulation, l'amplitude de ce potentiel récepteur va augmenter avec l'augmentation de l'intensité de stimulation jusqu'il arrive au certain seuil, on a une génération d'un potentiel d'action. C'est le codage analogique. Pour le codage digital, c'est concernant le potentiel d'action cette fois-ci. Donc, on remarque que lorsqu'on a une augmentation de l'intensité de stimulation, on va pas avoir une augmentation de l'amplitude, mais plutôt on a une augmentation de fréquence de décharge. On va avoir plusieurs potentiels d'action, mais toujours l'amplitude est constante, malgré qu'on a une augmentation dans l'intensité de stimulation, et c'est le codage végétal. Donc, puis on a le codage de la durée de stimulus. Donc, on a déjà parlé, c'est en relation avec
l'adaptation aux stimulations. Ça veut dire les récepteurs à adaptation. On a déjà les appelés les récepteurs phasiques, le corpuscule de Pacini. Ça veut dire ils vont décharger juste lorsqu'on a le début de la stimulation, le fin de la stimulation. Le temps de la stimulation soutenue et maintenue, ils vont pas donner une réponse. Alors pour les récepteurs qui sont de type tonique, ils vont tout au long de la stimulation donner des réponses. C'est l'exemple de fuseau neuromusculaire. Dernier type de codage, c'est le codage d'utilisation du stimulus. Donc, pour ce type de codage-là, on a une notion très importante à savoir, c'est ce qu'on appelle le champ récepteur, qui est l'étendue de l'espace sensoriel, que ce soit par exemple au niveau de la peau, ou bien aussi la vision, l'audition, etc. Ça veut dire que le champ récepteur, c'est la zone qui me stimule, je vais avoir une réponse. Ok. Quel que soit le type de le récepteur. Alors, il y en a des récepteurs qui ont des champs de réception, là, des champs récepteurs de petite surface, si vous voulez. Et on a des récepteurs qui ont des champs récepteurs de grande surface. Alors, il faut savoir que les récepteurs qui ont un champ récepteur de petite surface, ce sont des récepteurs qui vont permettre de distinguer mieux l'endroit de stimulus. Alors, les récepteurs qui ont un champ récepteur de grande surface, ils sont moins capables de distinguer le site de stimulus. Donc, les récepteurs qui ont un champ récepteur صغير, donc هيكونوا concentrés dans ce champ-là. Ça veut dire هما هيكونوا بزاف وراح يحسوا لنا منطقة صغيرة. يعني, lorsqu'on donne l'exemple de piqûre, si je vais piquer par deux piqûres, نستعمل مثلا ندير deux piqûres, les deux piqûres يكونوا rapprochés. Ces récepteurs-là, عندهم un petit champ récepteur, ils peuvent distinguer qu'on a deux piqûres. Alors, si j'applique la même chose pour les récepteurs qui ont un champ récepteur qui est étendu, ça veut dire qu'ils ont une grande surface à surveiller. On a les deux piqûres rapprochées. Ils vont les ressentir à l'essence que c'est une seule piqûre. Ok. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de discrimination spatiale. Ça veut dire pour les récepteurs du petit champ récepteur, les récepteurs qui ont un petit champ récepteur, ont un pouvoir de discrimination spatiale beaucoup plus important que les récepteurs qui ont un champ récepteur large. Yani, même si on a deux stimulus qui sont rapprochés de la surface, ils peuvent les distinguer l'un de l'autre. Donc là, c'est quelques exemples. Donc le corpuscule du Meissner, il a un champ récepteur de petite surface. Et pour celui du Pacini, du Ruffini, donc ils ont de larges champs récepteurs. Donc ça c'était concernant les codage. Alors on revient ici aux quelques caractéristiques à citer concernant le fuseau neuromusculaire. C'est un récepteur, c'est un mécanorécepteur. Pourquoi je dis que c'est un mécanorécepteur? Donc ici, comme vous voyez, le récepteur il a envoyé des terminaisons, bien des dendrites qui vont se communiquer avec une fibre musculaire. Comme c'est un fuseau neuromusculaire, ça veut dire il fait une communication entre un neurone et une fibre musculaire. Alors, donc ce récepteur-là, il sera stimulé lorsqu'on a un étirement du fibre musculaire. Donc étirement, lorsque je dis étirement, donc c'est une énergie de type
mécanique. Donc, ce fuseau neuromusculaire, c'est un récepteur mécanique. C'est un mécanorécepteur. C'est un mécanocepteur. Ok. Alors, on a fait une toute petite expérience ici. Donc, on stimule et on met ici un électrode pour détecter le potentiel récepteur. Je dis bien, c'est le potentiel de récepteur. Donc, on n'a pas arrivé au seuil. On remarque quoi? C'est que tout au long du période de stimulation, on remarque qu'on a un potentiel récepteur qui est maintenu. Donc, on dit que le fuseau neuromusculaire, c'est un récepteur à adaptation lente. Et on a déjà mentionné ça. Ok. Alors, quelques autres caractéristiques. Toujours ce potentiel récepteur, lorsqu'on a, donc, il est graduable, qui marque lorsqu'on a une augmentation de l'intensité, on a une augmentation de l'amplitude. Il est, donc, ça c'est une caractéristique, c'est une nouvelle caractéristique, il est sommable. Ça veut dire يتجمع. كيفاش هذه يتجمع? Si j'applique deux stimulations qui sont rapprochées dans le temps, stimuli مرتين, بين les deux stimulations, on a une toute petite période. Alors, ça veut dire قبل ما تروح la première stimulation, j'applique une deuxième stimulation. Les deux potentiels générés ici, les deux potentiels récepteurs, ils vont être sommables. راح يتجمعوا مع بعضهم. Ok. Donc, عندي هذا le potentiel الأول, j'applique une deuxième stimulation. Hop, شي زاد كمل لي في le même amplitude. Mais شوفوا كيفاش يتجمعوا مع بعضهم وزاد لنا l'amplitude. Ok. Et à un certain moment, si j'applique des stimulations rapprochées, نقدر نحد le seuil et je génère un potentiel d'action. Voilà, donc le potentiel du fuseau neuromusculaire, c'est le récepteur de fuseau neuromusculaire, c'est un récepteur à adaptation lente dont le potentiel récepteur il est graduable, ça veut dire il a la caractéristique de codage analogique et il est sommable. Donc ici c'est une sommation temporale qui a une relation avec le temps, ça veut dire les deux stimulations ils sont rapprochés dans le temps. Donc j'espère que c'est clair. On a le corpuscule de Pacini, donc qui a les caractéristiques d'AOH, c'est un mécanorécepteur qui se trouve au niveau de la peau. Il a une structure qui est bien individualisée, bien spécialisée. Et c'est un récepteur à adaptation rapide. Et cette caractéristique là, elle est assurée par la structure lamellaire de ce récepteur-là. Une fois qu'on élimine ces lamelles-là, on va remarquer que ce récepteur va se transformer vers un récepteur à adaptation lente. Un autre exemple des récepteurs sensoriels,